Donc, Centrale Énergie est une association de bénévoles des anciens élèves des 5 écoles centrales. Donc, on a 7 groupes de travail autour de différentes thématiques liées à l'énergie. Donc, ce soir, ce sera le groupe économie, gestion et environnement. Donc, le mois prochain, ce sera le bâtiment pour la maison passive. Si jamais vous avez envie de retrouver les conférences, sachez qu'elles sont filmées et mises sur Internet. Donc, vous pouvez aller sur notre site Internet pour les retrouver, ainsi que les publications. Donc ce soir, on parlera de la transition numérique qui a un impact sur le climat avec Julie Romanet-Pérou, Jean-Luc Dormois, Hugues Ferbeuf, et l'animation sera assurée par Roman Potoki de la société Webstone. Et donc Anna, si tu veux bien venir présenter Centratech. Bonjour à toutes et à tous, merci. Moi très rapidement, juste pour vous dire qu'on est très contents. C'est la première fois pour nous d'organiser une conférence avec, on co-organisait une conférence avec Centrale Énergie. Donc Centratech, c'est quoi? C'est une association, c'est un groupe qui fait partie de Centrale Nantes Alumni. Et donc on s'intéresse en fait aux nouvelles technologies au sens large. On s'intéresse surtout à leur impact sur l'environnement. Sur l'impact sur la société, sur les entreprises et sur les individus au sens large. C'est pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on co-organise cet événement. Donc pareil, si vous voulez retrouver nos conférences, elles sont sur notre site centraltech.org. La prochaine par exemple, elle sera sur la blockchain, notamment avec le député Laure Delarodière qui est la rapporteuse de la mission parlementaire qui a lieu actuellement sur la blockchain. Donc si ça vous intéresse le sujet, c'est le 15 mai et vous pouvez vous inscrire sur notre site centraltech.org. Donc voilà, merci. Bonsoir à tous, je suis Roman Potoki, je fais partie du cabinet Webstone, dans Practice Energy et Utilities. Et ce soir j'ai un rôle d'animation. Déjà merci d'être présent avec nous. Je vais faire une courte introduction avant de laisser la parole. Alors pourquoi ce sujet et pourquoi s'intéresser à la transition numérique et à son impact sur le climat? En fait, dans nos usages et dans nos métiers aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de changements qui sont basés sur le numérique, de plus en plus de nouveaux usages qui utilisent le cloud, qui utilisent les objets connectés, demain l'intelligence artificielle, la blockchain, on en a parlé. Et en fait, tous ces nouveaux usages sont basés donc sur les outils qui créent de plus en plus de données et qui ont un impact sur le climat à travers leur consommation électrique ou énergétique au sens large. Et cette consommation, elle est peu connue aujourd'hui, les gens n'ont pas toujours conscience. Et l'idée aujourd'hui, c'est justement de mettre des faits, de mettre des chiffres sur cet impact et de discuter ensemble sur les différentes solutions qu'on peut imaginer. Et donc pour débattre ce soir, j'ai avec moi donc 3 personnes. Hugues Ferbeuf, qui est polytechnicien et ingénieur du corps des mines, il est notamment responsable du projet LINA-ICT pour le Shift Project. C'est un projet qui réfléchit à la possible limitation des impacts environnementaux du numérique et à la maximisation de l'impact positif de cette transition écologique. Il y reviendra tout à l'heure. Et pour se rapprocher de l'actualité, il a été auditionné dans le cadre de la mission qu'a menée Cédric Villani sur l'intelligence artificielle fin 2017. J'ai également Julie Romanet-Pérou, qui est Managing Director chez Accenture. Elle est responsable de la practice Digital Operation, donc sur la partie Resources. Elle mène donc des projets d'excellence opérationnelle et de transformation digitale. Et elle a aussi participé au lancement de Accenture Sustainability. Et enfin, Jean-Luc Dormois, qui est docteur en intelligence artificielle, qui a travaillé dans les instituts de recherche, dans les grands groupes, dans les startups, un parcours très riche, cofondateur de Calray, de Vespa, et également Senior Advisor de Irene Energy, peut-être qu'on l'abordera. Et puis vous avez été aussi directeur des systèmes électriques intelligents pour le groupe EDF en Europe. C'est du passé, mais bon. Donc je vous remercie tous les 3 d'être présents, et je vais vous laisser la parole chacun quelques minutes pour présenter votre parcours. Julie Romanet-Pérou, donc comme tu l'as dit, donc Managing Director chez Accenture. Donc moi ça fait 17 ans que je travaille chez Accenture, quasiment toute ma carrière dans le secteur des ressources qu'on appelle chez nous, donc dans la practice consulting. Donc ressources, qu'est-ce que c'est? C'est les utilities, l'oil and gas et chimie ressources naturelles. Je m'occupe aujourd'hui de notre practice Digital Operations, donc on appelle aussi Industrie X.0, dans le sens où c'est la transformation de nos clients industriels vers le digital et le changement des pratiques. Donc on voit bien que c'est une transformation assez conséquente et qui s'initie à peine.
Et derrière ça, on a beaucoup de problématiques différentes, telles que comment travailler dans le cadre de l'entreprise étendue. Donc ça veut dire partager plus de données, puisqu'on va parler des données ce soir, à tout instant. Donc ça pose des questions effectivement de consommation énergétique, mais ça peut aussi poser des questions de cybersécurité, par exemple. Voilà, donc c'est l'accompagnement de ces clients ressources dans cette transformation. Il y a une douzaine d'années, j'ai participé aussi à la création de notre practice Sustainability. Donc dans ce cadre, j'ai été aussi formée par l'ADEME à l'analyse de cycle de vie. Donc là, c'était vraiment dans l'objectif d'accompagner aussi nos clients dans la partie, on va dire, consommation énergétique. Comment est-ce qu'on s'assure que les produits qu'on crée de bout en bout, on parle de from cradle to grave, arrivent à être sustainable. Voilà, donc ce qui pourra aussi alimenter la discussion ce soir. Donc Jean-Yves Dormois, j'ai commencé comme un petit normalien en maths, j'ai voulu glisser dans l'informatique, à l'époque c'était pas autorisé. J'ai fini par en faire une fois sorti de l'école, donc j'ai fait un PhD en intelligence artificielle. Mon sujet c'était grosso modo comment prévoir, éviter, etc. Des accidents nucléaires avec de l'IA. On avait fait de belles applications à l'époque d'ailleurs, qui étaient un peu en avance, qui maintenant seraient un peu en retard. Puis ensuite j'ai fait de la R&D à EDF, c'était très bien payé par rapport au CNRS et je faisais des trucs complètement fous, de la vie artificielle. J'avais monté la première conférence sur la vie artificielle en Europe avec Ramier Brooks qui faisait les premiers robots fourmis. Puis un jour je me suis demandé mais pourquoi est-ce que tout ce que je fais ne sert pas à grand chose. J'ai commis un rapport, j'étais embarqué ensuite dans les initiatives gouvernementales puis européennes pour commencer à financer et à faire travailler ensemble la recherche et l'industrie. Je suis passé à Cevatec à un moment donné, qui était un endroit assez punchy, puis là j'ai attrapé un virus qui est celui d'entrepreneuriat. Voilà. Donc j'ai commencé à monter ma première boîte, Calray, qui est une boîte qui fait des chips avec beaucoup de processeurs et à haute performance avec faible énergie. Donc on va toujours revenir sur le même thème, qui est toujours open running, qui n'a pas encore vraiment décollé. En fait j'ai dépensé 100 millions, ce qui n'est pas assez. Ensuite j'ai été directeur, effectivement je suis revenu à EDF pour être directeur Smart Grid, disons, en gros, pour faire la stratégie européenne. Puis je suis reparti et j'ai fondé 2 autres startups avec d'autres. Une qui fait de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, donc toujours de l'IA, de l'énergie. Et l'autre qui est l'énergie, qui est très récente et qui utilise la blockchain de l'IA, on va expliquer en quoi, pour mettre en rapport direct et transparent des producteurs et des consommateurs d'énergie verte. Puis on parlait d'intelligence artificielle, parce que tout ça se mélange, et on a créé avec quelques centaines de personnes une association privée qui s'appelle le Hub France Intelligence Artificielle, qui essaye de mettre en relation les startups, les grands groupes et les chercheurs, et notamment dans l'énergie, mais également dans les autres domaines. Uxabof, donc je m'exprime ce soir au nom du Shift Project, qui est un think tank que peut-être certains d'entre vous connaissent, et donc qui s'est donné pour mission de décrire comment l'économie et la société vont devoir fonctionner dans un environnement décarboné. Et donc au sein de ce think tank, je mène depuis un peu plus d'1 an un projet qui consiste à étudier à quelles conditions la transition numérique aura un impact environnemental positif. Avant de rejoindre le Shift Project, j'ai aussi fait un certain nombre de choses, je vais être court là-dessus, mais disons que j'ai passé une trentaine d'années dans le monde des télécommunications et des services informatiques, et donc, il y a, je dirais, entre 2010 et 2015, j'ai retravaillé dans un environnement corporate, donc pour un opérateur, et j'ai été confronté, j'allais dire, à la transition numérique. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, de 2010 à 2013, quand on en parlait, on avait l'écoute d'un certain nombre de personnes éclairées au sein des entreprises. Et puis, brutalement, après 2013, c'est devenu un sujet de COMEX, et où là, les choses se sont extrêmement accélérées.
j'ai quitté cet environnement corporate fin 2015, et donc en parallèle de mes activités au sein du Shift Project, j'ai des activités de conseil de direction auprès des entreprises pour le pilotage de leur transformation. Et ce que je disais sur la transition numérique est un des éléments qui m'a fait travailler sur ce sujet au sein du Shift Project, au sens où on a aujourd'hui une grande accélération de ce phénomène, et où, comme j'espère le montrer tout à l'heure, il y a des questions de gouvernance à régler et à ajuster. Très bien, merci pour ce premier tour de table. Je vous propose de commencer par vous, Hugues, justement par rapport à ce que vous avez fait au sein du Shift Project, peut-être pour démarrer le débat par des chiffres, par essayer de factualiser ce que veut dire l'impact du numérique sur le climat. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu voir comme chiffre marquant pour nous donner avoir une notion en fait de cet impact? Oui. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, et dans un instant, avec l'aide de deux courbes qui permettront d'illustrer mon propos. Mais juste avant ça, avant de vous asséner un certain nombre de chiffres, je voulais partager une minute le paysage en fait de la réflexion ou des croyances sur ce sujet. Le sujet étant quel est l'impact environnemental du numérique. Et en fait, il y a aujourd'hui, quand vous lisez la littérature, et il y en a beaucoup, il y a vraiment deux écoles. Il y en a une qui dit mais il n'y a pas de souci à se faire, puisque même si le numérique consomme de l'énergie, son effet indirect sur les secteurs qu'il numérise permet d'économiser beaucoup plus que ce qu'il dépense. Donc c'est un non-sujet. Puis il y a une autre école qui dit non, pas du tout, dans le numérique il y a énormément de choses matérielles, contrairement à ce qu'on pense, et le taux de croissance qui est observé aujourd'hui pose de réelles questions de sustainability pour le coup, au sens où ce modèle est insoutenable à terme. Et ce débat qui existe aujourd'hui sur l'impact environnemental du numérique, on peut le retrouver également dans une certaine mesure sur quel est exactement l'impact économique de la transition numérique en termes d'effets sur la croissance du PIB et en termes d'effets sur la productivité. Aujourd'hui, il y a également deux camps qui s'affrontent. L'un qui dit oui, c'est absolument bénéfique, et l'autre qui dit pour l'instant, dans les 7-8 ans qui viennent de se passer, on ne l'a pas vraiment observé. Alors, je vais faire une parenthèse là-dessus, parce que ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je voulais le citer parce que ça fait partie de ce qui est dans l'esprit des gens, et donc cette image a priori positive du numérique influe sur les raisonnements, souvent. Donc j'en viens aux chiffres que je vais vous présenter donc en deux slides. Donc là vous voyez l'évolution de la consommation énergétique du secteur numérique mondial entre 2013 et 2017, ça c'est une observation, et un prolongement jusqu'à 2020. Alors, pourquoi s'arrêter à 2020? Parce que dans ce secteur, les évolutions technologiques sont telles que c'est compliqué de se projeter à 10-15 ans et même à 5 ans. Bref, la conclusion de nos travaux, c'est que aujourd'hui, à l'heure actuelle, la consommation énergétique du numérique augmente entre 8 et 9% par an. Ce qui veut dire donc qu'elle double tous les 8 à 9 ans. Ça, c'est à comparer à l'évolution de la consommation énergétique totale dans le monde, tous secteurs confondus, où là on est plutôt sur un rythme de 1% par an. Et puis on peut également le comparer à la consommation d'électricité, puisque on voit bien quand même que l'énergie à privilégier pour alimenter le numérique, c'est l'électricité. Et là, on est aux alentours de 3%.
Donc on voit bien qu'il y a un phénomène de surcroissance en fait de la consommation énergétique du numérique par rapport à l'ensemble des secteurs. Une autre façon de voir les choses, c'est de se dire que aujourd'hui, le numérique représente à peu près 3% de la consommation d'énergie finale dans le monde. Ce qui est équivalent, je pourrais revenir tout à l'heure sur le terme équivalent, ce qui est équivalent à 13% de la consommation électrique. Et il est acquis que ce sera de l'ordre de 15 à 16% en 2020. Donc on est clairement sur une accélération de cette consommation. Et si on regarde le slide suivant, alors qui mérite sans doute un peu plus d'explication que le précédent. Alors, vous voyez 5 courbes. Et la période qui est étudiée va de 2010 à 2030 avec un zoom sur 2013-2020. Les 3 courbes, les vertes, rouges et bleues, correspondent à une étude qui a été faite par des universitaires en 2015 et qui donc ont étudié le même sujet, quelle est la consommation énergétique du numérique. Bien évidemment, le scénario bleu, c'est celui dans lequel tout se passe pour le mieux et où les gains d'efficacité énergétique sont tels que globalement la consommation n'augmente pas. Le scénario vert, contrairement à ce que cette couleur pourrait laisser penser, c'est le scénario catastrophe, puisque même si c'est pas très réaliste, ça pourrait aboutir à 50% de la consommation électrique mondiale en 2030, donc on voit bien que c'est totalement absurde. Et puis le scénario rouge, c'est a priori celui qui est considéré comme étant réaliste. Et donc en refaisant cette étude 2 ans plus tard, et en s'appuyant donc sur des données observées de parcs, de consommation unitaire, de production d'équipements, on a produit donc les 2 courbes qui sont au milieu, la violette et la jaune, et qui montrent qu'en gros, que quels que soient les scénarios d'augmentation d'efficacité énergétique que l'on prend, ou d'évolution du taux de croissance du trafic de données, globalement, on se situe très clairement au-dessus du scénario considéré comme réaliste il y a 2 ans. On n'est pas au scénario catastrophe, mais on ne voit aucun signe qui dirait qu'on va se rapprocher du scénario dit réaliste il y a 2 ans. Donc c'est aussi significatif d'un certain nombre de choses qui se passent dans le secteur, où régulièrement, il n'y a qu'à regarder ce que fait Cisco par exemple, régulièrement les prévisions de trafic sont à chaque fois réactualisées à la hausse. Et pendant ce temps-là, même si les gains d'efficacité énergétique unitaire sont réels et très impressionnants, ils n'arrivent pas à compenser en fait le surcroît de croissance du trafic, donc de la consommation, de la croissance des usages. Donc ça, c'est le constat. Vous voulez que je parle un peu des causes ou c'est pour le... Je pense qu'on l'abordera après. Jean-Luc, vous aviez pas mal de chiffres également à partager. Oui, des chiffres ou des exemples. Ouais, des exemples. Vous m'entendez? Ouais. Un début d'analyse pour comprendre la mécanique interne de ce qui se passe, qui a déjà été évoqué, avec l'exemple de Cisco par exemple. Bon, vous connaissez tous la loi de Moore, qui a différentes déclinaisons également dans d'autres domaines. Maintenant, on sait qu'on a beaucoup de place, comme disait Feynman, there is plenty of room at the bottom. Il y a plein de place en bas. Il voulait dire par là qu'on pouvait miniaturiser les choses et descendre vers l'atome pour produire des objets qui ont du sens. Ce que fait la microélectronique depuis 50 ans. Il va y avoir un arrêt, mais on va aller probablement vers d'autres technologies. Donc on a beaucoup à gagner si on investit suffisamment en R&D. Et donc l'industrie a mis en place cette sorte de boucle où on investit énormément en R&D, tout à fait entre nous d'ailleurs, l'IT investit beaucoup plus que l'énergie par exemple en R&D. Disons 20 fois plus.
c'est de cet ordre-là. Et en même temps, on augmente considérablement les usages, avec d'ailleurs des sauts, c'est pas linéaire, à un moment donné, on ouvre des nouveaux marchés. Par exemple, un jour, on fait des ordinateurs personnels et boum, ça explose. Puis un jour, on fait des mobiles et boum, ça explose. Puis un jour, on fait de l'Internet des objets, boum, ça explose, etc. D'accord ? Voilà, donc on fonctionne comme ça. Puis à un moment donné, on tombe sur des seuils. En particulier, les seuils énergétiques, à tous les niveaux. Et alors là, les technologues se pensent sur le sujet et disent, bon bah ok, maintenant on va augmenter la performance, mais en relation avec l'énergie. Si on prend par exemple les centres de données, grosso modo, aujourd'hui, un centre de données, c'est au maximum en consommation 20 à 30 MW. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas les alimenter sinon. Le réseau électrique, etc. ne sont pas faits pour ça. Un supercomputer, c'est pareil, c'est 20 à 30 MW. D'accord ? Bon. Ça a des conséquences d'ailleurs maintenant qui sont bien prises en compte, par exemple, dans la course au supercomputing. Vous avez depuis longtemps une liste des top 500 des ordinateurs les plus puissants dans le monde. Hein, donc là, c'est le haut du pavé du calcul, hein, si on veut, qui est très petit en consommation énergétique globale, mais qui représente un peu l'avancée technologique. Hein. Donc ils sont limités par 20 à 30 MW. La plupart d'ailleurs, si vous ne le savez pas, des supercomputers les plus puissants dans le monde sont chinois aujourd'hui. Hein. Et on a maintenant une deuxième liste qu'on a faite, qui est une liste des supercomputers les plus puissants et en même temps les moins consommateurs. Et donc là, on regarde la puissance de calcul en fonction de l'énergie. Donc grosso modo, les plus puissants des ordinateurs, si on ne regarde pas l'énergie, ils font 7 gigaflops par watt. 7 gigaflops, ça veut dire 7 milliards d'opérations par seconde. L'opération étant compris comme une multiplication. Les plus économes en énergie en font 16. D'accord ? Alors, j'ai été l'heureux fondateur d'une société qui s'appelle Calray, qui donc a une nouvelle architecture sur puce avec beaucoup de processeurs, et qui a pris dès le début ce parti. De mettre des processeurs plus simples que les gros processeurs Intel, beaucoup plus distribués, avec une architecture très différente, ce qui est d'ailleurs un pari phénoménal, parce qu'une nouvelle architecture de calcul, pour l'imposer dans le monde, c'est monstrueux. Donc on était fous, évidemment, pour faire ça. Et avec donc le pari qu'on allait faire beaucoup d'instructions par seconde avec une consommation énergétique faible. De fait, aujourd'hui, on a le meilleur rapport performance sur watt, sur énergie. Et en plus, ça augmente avec la poursuite de Alan Moore. Mais encore faut-il l'imposer. Alors on est très fiers d'ailleurs, hein, maintenant on a des projets qui vont vraiment dans ce sens-là. La prochaine étape pour le supercomputing, c'est l'hexaflop, vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'est en 2020 avoir le plus puissant ordinateur du monde qui fait 1 milliard d'opérations par seconde, 10 puissance 18. Et on devra être sous le seuil des 20 à 30 MW, et donc aujourd'hui l'objet c'est de faire des machines qui, en quelque sorte, augmentent leur puissance de calcul à énergie constante. D'accord ? Et on est très fiers avec Calray d'être dans un projet avec ARM, qui est le grand concepteur anglais de tous les processeurs, presque tous les processeurs qu'il y a par exemple dans les smartphones, par Apple maintenant, et avec des gens comme ça, avec Atos, Bull, pour faire le processeur qui va être de faible énergie, qui va permettre en Europe de revenir dans la course et de faire un supercomputer. Voilà. Alors je peux donner un deuxième exemple, on parlait de blockchain. Hein. On peut avoir des courbes encore considérablement plus affolantes quand on regarde des blockchains que celles que vous avez citées. Puisque on dit que, si le mining, vous savez comment ça marche, il y a des ordinateurs dans le monde qui font des calculs assez compliqués, qui permettent de mettre en œuvre ces transactions sans tiers de confiance. Donc ça coûte très cher en calcul et donc très cher en énergie. On a par exemple des fermes de serveurs en Mongolie intérieure, parce qu'il y a de l'énergie pas chère, paraît-il, là-bas, qui vous font du mining sans arrêt pour le Bitcoin, les autres cryptocurrencies et toutes un certain nombre d'applications des blockchains. Si on regarde les courbes, je ne sais plus quels étaient les chiffres, mais grosso modo, si ça avait continué à augmenter comme ça, quoi, avec l'infrastructure actuelle, on consommait toute l'électricité du monde en 2019, quoi. Vous voyez, on en est à des courbes comme ça, quoi. Donc qui là sont encore plus absurdes que celles que vous mentionnez. Bon, bah, en fait, ce qui s'est passé quand Satoshi, machin, je n'arrive jamais à retenir son nom, ce pseudonyme japonais qui a mis en place la première blockchain et sur lequel est basé Bitcoin,
a lancé son infrastructure, il n'a absolument pas pensé au problème, parce qu'au début, c'était pas le problème. Donc, à un moment donné, on tombe dans ces obstacles, et à ce moment-là, presque naturellement, ça n'empêche pas d'étudier les problèmes qu'on mentionnait là, des gens arrivent avec des solutions, parce que il y a tellement de R&D donc, dans l'IT qu'il y a une marge pour trouver des solutions qui est assez importante. Donc on a eu un certain nombre d'évolutions qui ont été des évolutions technologiques où on a fait des blockchains avec des smart contracts, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir du point de vue des fonctionnalités des choses plus intelligentes, du point de vue des contrats qui étaient passés dans les transactions. Et puis un jour, on a commencé à se poser le problème de l'énergie, donc ça c'était avec smart contracts, le réseau Ethereum par exemple. Il y a des gens qui ont créé par exemple un réseau qui s'appelle Stellar, qui est un réseau qui grosso modo, qui est également une blockchain, avec quelques contraintes technologiques en plus, qui consomme 1000 fois moins. Vous voyez, on a gagné un facteur 1000 d'un coup. D'accord ? Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recommencer la course exponentielle dont vous parlez. Et on sait bien que l'exponentielle reste quand même toujours sur la finitude du monde. Mais voilà, on a fonctionné là aussi par seuil, et on a trouvé au moins à l'intérieur, si vous voulez, du domaine, sans parler du problème global de la consommation d'énergie, des solutions. Bon, je peux vous donner encore d'autres exemples comme ça, mais ça en fait déjà deux, puis je vais passer la parole à ma voisine. Ouais, je vous propose justement, c'est vraiment axé sur des chiffres liés à la technologie elle-même, alors à son impact. Je vous propose de prendre un peu de recul et plus de parler de cette technologie au sens large, de bout en bout. Tu as cité le terme bout en bout tout à l'heure dans ta présentation, vraiment de tout le cycle de vie d'un produit. Donc peut-être remettre ça dans cette perspective. Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas revenir du coup sur les chiffres qui sont déjà évoqués. Greenpeace a sorti un rapport disant que le secteur informatique correspond à 7% de la consommation énergétique mondiale, donc ce qui est plus que la Russie, le Japon, l'Allemagne, et que la pollution est équivalente au secteur de l'aviation. Bon, voilà, ça c'est juste pour fixer un peu les idées. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les émissions mondiales du secteur informatique, ou si on regarde plus la partie internet, les data centers ça correspond à 20%, la consommation énergétique à 25%, et après la constitution des équipements c'est 55%. Juste parce que ça va parler à tout le monde, Google consomme aujourd'hui 0,01% de l'électricité mondiale. Voilà. Et juste un chiffre que moi j'aime bien, c'est qu'aujourd'hui les données mondiales, on sait que la croissance des données est exponentielle, mais aujourd'hui on n'en utilise que 0,5%. On se dit que déjà si on arrivait à en utiliser 25%, on pourrait faire quand même des choses beaucoup plus utiles et beaucoup plus prédictives. Voilà, pour revenir à des exemples plus, on va dire, tournés sustainability, et pour se donner une idée aussi de cette croissance, l'Afrique subsaharienne, ça fait 130 ans que donc on peut être connecté à l'électricité. Aujourd'hui, il y a seulement 17% de la population qui est connectée à un réseau électrique dans la partie rurale, alors qu'aujourd'hui, et ça fait que 23 ans qu'il y a une connexion au réseau mobile, il y a déjà plus de 70% des personnes qui ont un mobile. Donc on voit que la croissance va 23 fois plus vite, si on veut encore des chiffres, côté mobile que côté électricité. Donc tout ça pour aussi se dire que finalement ça donne aussi une accessibilité à ces personnes qui sont un peu coupées de tout beaucoup plus rapidement, et qu'on peut voir des progrès derrière qui vont se détacher. En autre exemple, se dire qu'une étude à laquelle Accenture a participé par rapport aux objectifs de sustainability mondiaux, les plus globaux, se dire que d'avoir accès à tout ce qui est connected car dans le futur, ça devrait pouvoir éviter donc un grand nombre d'accidents. Donc on parle de 720 000 vies sauvées. Après, il faut remettre tout ça en perspective, et de aussi dire que l'accès à des médecins et à un système de santé, avec tout ce qui est accès à distance ou e-healthcare, comme on l'appelle, ça devrait permettre aussi de donner accès à plus de 1,6 milliard de personnes à des soins. Voilà. Donc on se dit que dans tous ces objectifs de sustainability et de développement, voilà, il faut aussi se donner cette note positive qui va apporter des bénéfices à une grande partie de la population. Et après, il y a des exemples un peu plus lieu commun, tout le monde peut avoir en tête, c'est que le e-working, donc travailler chez soi, ça va éviter également des déplacements, donc ça veut dire des émissions aussi de gaz à effet de serre et des consommations énergétiques. Que la partie aussi online banking va donner accès aux plus démunis également à un système bancaire.
et donc peut-être probablement aussi modifier l'économie dans le sens où les taux d'intérêt seront certainement différents pour cette partie de la population pour lesquels ils sont très élevés aujourd'hui. Voilà. Et puis pour terminer, juste aussi un chiffre intéressant, c'est que 90% des données mondiales qui existent aujourd'hui ont été créées ces 2 dernières années. Donc tout ça pour appuyer cette croissance qui est effectivement exponentielle. Mais je voudrais insister sur le fait que plaçons-nous dans une analyse de cycle de vie complète et voyons aussi quels bénéfices ça peut apporter aux populations. Pour rester sur ces bénéfices, et peut-être descendre un peu plus sur l'industrie et l'entreprise et comment justement elle se saisit du sujet, est-ce que tu as des exemples de clients industriels qui se posent vraiment ces questions, ou est-ce qu'ils en sont encore un petit peu loin et finalement eux l'important c'est de trouver des use cases sur la donnée et la consommation énergétique elle est un peu secondaire? Le digital, c'est une grande question pour le monde industriel et tous mes clients industriels, et quand je parle d'industriel, c'est vraiment dans des usines de production, se pose la question de comment faire une digital plant, avoir un digital worker et avoir au final des digital operations. Il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de petites initiatives qui sont lancées pour se donner une idée de ce que ça peut donner, mais pas d'initiative non plus à très grande échelle à ce stade. Et la grosse question en fait qui freine peut-être aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, c'est de se dire quels sont les bénéfices globaux à court terme, moyen terme et long terme. Donc à court terme, on arrive assez bien à voir quels sont les bénéfices. Et dans le travail quotidien en fait des gens sur le terrain, on voit que la mobilité va leur faciliter la vie. Donc en termes d'économie énergétique, on voit que sur une plateforme offshore, si on n'a plus besoin de se déplacer pour faire une pré-analyse d'un travail de maintenance, il n'y a pas l'hélicoptère qui y va, et à la fois en termes de safety, parce qu'on oublie aussi parfois cette composante qui est hyper importante, et à la fois en termes d'efficacité énergétique, parce qu'on ne consomme pas, ça fait gagner de l'argent, mais aussi de la consommation énergétique, on ne va pas se déplacer sur la plateforme. On peut aussi, parce qu'on aura éventuellement digitalisé cette plateforme, savoir tout de suite quelles sont les pièces détachées qu'on va pouvoir apporter pour remplacer cet équipement ou remettre à niveau cet équipement. Donc voilà, les bénéfices, on les voit de manière individuelle, et tous les pain points de l'industrie, notamment sur la partie maintenance, sur laquelle je vais insister parce que je la connais bien, on les connaît, on sait qu'on peut avoir des bénéfices, mais il y a quand même toujours cette petite réticence de se dire finalement quel est mon réel business case, et on arrive à faire des évaluations, mais pas à se projeter à long terme en disant finalement on doit changer radicalement les manières de fonctionner, les manières de travailler. C'est un changement de culture qui n'est pas encore tout à fait au point ou conscient chez ses clients industriels. Donc il faut aller encore plus loin, et ça c'est aussi notre travail de consultant, c'est apporter cette vision globale. Analyse de cycle de vie, c'est pas forcément ce genre de terme qui percute, c'est plus combien de dollars je vais pouvoir gagner sur ma maintenance. Mais apporter cette vision globale et se dire que aussi d'avoir la digitalisation de ces installations, ça permet lors de la création de nouvelles installations d'utiliser le retour d'expérience de ce qui a déjà été construit, et du coup aussi de gagner en efficacité de ce côté-là. Donc le business case finalement il apparaît évident quand je le présente comme ça. Maintenant, aujourd'hui, au niveau des industriels, il faut le justifier, et c'est ça qui manque pour convaincre finalement le management de cette transition. Une autre application qui sera aussi très bénéfique dans ce contexte, c'est tout ce qui est 3D printing. Donc dans le milieu de l'aviation, par exemple, ça permettrait d'alléger les avions. Donc alléger les avions, ça veut dire aussi limiter la consommation énergétique des avions. Voilà, mais ça c'est quelque chose qui est encore en réflexion et qui n'est pas encore vraiment industriel. Merci. Peut-être justement partager quelles sont les différentes visions, les différents scénarios, les différentes solutions qu'on pourrait apporter aux entreprises ou qui pourraient les aider à s'engager sur cette transition.
oui, je vais dire un mot des entreprises, mais en termes d'enjeux, il faut réaliser que l'essentiel quand même du trafic et des équipements qui aujourd'hui sont consommés, ils ne sont pas du fait des entreprises. C'est un usage grand public qui en est fait. Et donc, je pense qu'il est effectivement beaucoup plus facile de mettre en face des dépenses numériques des entreprises ou des stratégies numériques un certain nombre de bénéfices. Mais, encore une fois, c'est une partie de l'enjeu qui est utile à regarder parce que ça peut permettre de se donner des outils pour étudier le reste de la problématique. Mais le reste de la problématique, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a un emballement, en fait, de la consommation énergétique. Et là, je crois qu'il ne faut pas se tromper de débat. Le problème, c'est pas effectivement que les pays en développement s'équipent en numérique. Alors, pourquoi c'est pas le problème? Premièrement, parce que si on regarde les évolutions de taux d'équipement numérique par habitant, si on prend la région Afrique-Moyen-Orient, aujourd'hui on est aux alentours de 1,2 et les projections disent qu'on serait aux alentours de 1,5 en 2020. Bon. Mais le problème ne vient pas de là. Le problème vient de ce qu'aux États-Unis, il y a aujourd'hui environ 7 équipements numériques par personne et ça va passer à 13 dans 3 ans. Donc le questionnement qu'on doit avoir, c'est sans doute pas vis-à-vis des 1,2 qui deviennent 1,5 et qui au passage concernent plus de monde dans ces pays-là, c'est plutôt si on a déjà 7 terminaux numériques, a-t-on besoin d'en avoir 6 de plus? Quelle est l'utilité marginale de l'équipement numérique supplémentaire? Étant donné que si on regarde ce qui concerne les terminaux, si on regarde à la fois l'impact de l'utilisation et de la production, effectivement, on doit être aux alentours de 35%, 35 et 40% de la consommation énergétique. Sachant que si on prend un smartphone, 90% de la consommation énergétique a lieu avant qu'on l'utilise. Puisqu'en fait, c'est celle qu'il a fallu pour produire le terminal et les composants qui ont permis de fabriquer le terminal. Donc on voit bien que cette question de la multiplication des périphériques numériques, c'est un des 2 ou 3 questions structurantes qui va déterminer l'évolution des choses dans les années à venir. L'autre chose dont il faut avoir conscience, c'est si on regarde cette fois-ci le trafic sur les réseaux de télécommunications, environ 85% du trafic, c'est de la vidéo. Et c'est pas de la vidéo qu'on télécharge, hein, c'est de la vidéo, c'est un flux vidéo. Et environ 95% de cette vidéo, ce sont des services offerts par les GAFA. Donc 80% en fait de la croissance de trafic qui commence à nous poser un problème sur le plan énergétique, elle est due à ces usages vidéo venant des GAFA. Là aussi, on peut se poser la question du pourcentage de l'utilité marginale, du pourcentage de croissance de ces usages. En tout cas, il faut se la poser à partir du moment où on réalise que tout ça a un impact par rapport à des objectifs de développement durable qu'on s'est donnés et qui risquent d'être rendus encore un petit peu plus difficiles à atteindre si on continue sur cette pente.
Un dernier point, je répondrai rapidement à la question posée. Et là, c'est pas un élément ni technique ni économique. Je crois qu'il y a un facteur essentiel en fait de la divergence, c'est la combinaison de l'aspect immatériel du service numérique et de la miniaturisation des équipements. En fait, tout ça engendre un énorme effet rebond, puisque on a toute l'évolution de la fourniture de services vers le cloud tend à rendre la présence matérielle du numérique encore moins forte qu'elle ne l'était avant. Et puis, intuitivement, on se dit, puisque mes équipements numériques deviennent de plus en plus miniaturisés, forcément, ils consomment moins. C'est juste le contraire, mais c'est comme ça. Donc il y a ce facteur-là est sans doute le facteur de risque le plus important pour les années à venir. Et donc je réponds rapidement à la question posée, et ça me permet de dire que en gros il y a trois écoles existantes. Il y a l'école low-tech qui dit de toute façon, par définition, tout essor technologique engendre tellement d'effets rebonds qu'il vaut mieux arrêter d'investir dans la technologie et il faut se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est pas la thèse du Chip Project, mais il faut savoir qu'il y a un courant de pensée qui dit ça. Et un deuxième courant qui dit, certes, les usages augmentent, il suffit d'améliorer suffisamment la performance énergétique des équipements et tout rentrera dans l'ordre. Bon. Donc ça, c'est plutôt, je dirais, l'école Green IT, et c'est ce qu'on a essayé de faire jusqu'à maintenant. Les équipements deviennent de plus en plus performants. Mais en tout cas, avec les technologies actuelles, on n'arrive pas pour l'instant à compenser le rythme de croissance des usages. Et puis il y a la troisième école qui alimente en partie la transition numérique dans les entreprises, qui est de se dire moi je ne fais pas du numérique pour du numérique, je fais d'énergie, ou je fais du transport, ou je fais du service domestique. Comment puis-je réduire mon empreinte carbone en investissant dans le numérique? Et là, je dirais que probablement c'est possible, mais ça n'est pas automatique. Donc ça veut dire c'est possible à un certain nombre de conditions qu'il faut soigneusement identifier. Jean-Luc, peut-être s'il y a des choses à compléter cette partie. Ouais, je vais faire comme mon voisin, je vais pas tout à fait répondre à la question, mais on va y répondre après. Parce que je pense que fondamentalement, avant de partir vers des généralités qu'il faut aborder à un moment donné, faut vraiment regarder ce qui se passe dans le détail. Donc je vais reprendre quelques exemples. Le dilemme étant quel est l'impact de ce basculement d'usage qu'on voit actuellement. Pour résumer, si vous voulez, on pourrait dire que le dilemme c'est intelligence ou énergie. Choisissez quoi, c'est comme la bourse ou la vie, quoi. Déjà, au sein de l'énergie elle-même, vous parliez du flux de données qui augmente considérablement, et puis en particulier de la vidéo. Au moins pour une partie des applications, on a aujourd'hui une tendance qui, vous allez tout de suite comprendre, qu'on appelle le edge computing, qui consiste à enlever les applications des serveurs et à les rapprocher des utilisateurs. C'est un truc qui est tout à fait naturel, ça fait des milliers d'années que la civilisation fait ça. Fallait aller à la rivière pour aller chercher l'eau, après il y a l'aqueduc qui vous l'a amené à la fontaine, et on vous l'a mise finalement sur l'évier. D'accord ? Donc là c'est un peu pareil, l'intelligence on va la retirer des serveurs, et puis on va vous la mettre chez vous. Typiquement, quand vous parlez à votre smartphone, ou vous parlez à Siri, ou je sais pas quoi, l'équivalent de Google, vous aurez l'intelligence artificielle qui sera directement sur votre smartphone. D'accord ?
Même chose dans l'ensemble des applications. Bon, bien évidemment, une voiture autonome aura l'intelligence qui sera embarquée, parce que ça peut avoir de tels problèmes de latence, etc., si on avait l'intelligence qui était sur un serveur, qu'on aurait des tas de problèmes. Donc là, on échange de l'intelligence locale contre de la, entre guillemets, bêtise, qui consiste à transférer des données juste pour aller consulter un serveur quelque part. Un deuxième exemple que je veux donner, et là on commence à attaquer vraiment la consommation énergétique, avec VSA System, là, donc société, une des sociétés qui fait l'efficacité énergétique dans le bâtiment. On a fait par exemple à Strasbourg une tour à énergie positive et à facture négative. Et on a réfléchi sur le type de business model qu'on a derrière. C'est vraiment ce qu'on fait, quoi. On achète de l'efficacité énergétique, on achète de l'énergie, si vous voulez, contre de l'intelligence. L'IA embarquée est extrêmement granulaire, on va jusqu'à contrôler chaque pièce séparément, et en définitive, donc non seulement on produit plus que ce qu'on consomme, mais même la facture est négative. Alors ça, évidemment, c'est le cas sur un immeuble très moderne comme cette tour qu'on a faite, mais on a fait également un certain nombre d'expériences dans les passoires thermiques, et on a démontré qu'en mettant de l'intelligence dans les passoires thermiques, avec un certain nombre de conditions, on arrive à économiser 30% de la facture. Et que le retour sur investissement était de 2 à 5 ans. Donc là, on a vraiment un cas où l'intelligence mange la consommation énergétique directement. D'accord ? Alors maintenant, sur l'impact que ça a dans les entreprises. Alors, je vais déjà prendre l'impact que ça a sur les entreprises dans le secteur énergétique. Moi, je pense que, déjà, pour ce qui concerne les industries de l'électricité, l'IT va avoir un impact phénoménal. Je pense que le système énergétique, et ça va être un peu à l'image d'ailleurs des autres systèmes qui pour l'instant sont essentiellement centralisés, vont passer à un système organisé autour de l'intelligence et de façon décentralisée. Actuellement, on a donc ces applications que je mentionnais, qui sont dans un immeuble. Bon. On va les généraliser à un quartier, lorsque plusieurs immeubles mettront ensemble leur production, leur consommation, un peu de stockage énergétique, et se fédéreront pour aller acheter sur le système énergétique leur électricité. On appelle ça un microgrid. Et puis ça va s'étendre comme ça de façon progressive. Donc on va avoir des intelligences locales, un système multi-agent, on appelle ça comme ça, une intelligence artificielle, et il va falloir quelque chose pour le structurer. Ce quelque chose, ça va être quelque chose qui va probablement ressembler à une combinaison de blockchain et d'intelligence artificielle. D'accord ? Donc ça, c'est probablement l'avenir du système énergétique. Quel va être le rapport entre l'intelligence et la consommation qu'elle aura et l'efficacité qu'elle donnera, c'est quelque chose de difficile à savoir. Mais en tout cas, ça va probablement avoir cet impact-là. Alors, sur les autres industries, peut-être que vous pouvez en parler, mais on va également avoir un impact comme ça extrêmement important. Voilà. Donc ça, c'est juste pour donner quelques exemples, pour essayer de voir un peu plus en pratique comment l'effet rebond dont on parle là, c'est-à-dire cet échange entre l'intelligence et l'énergie et l'impact que ça a sur la consommation totale d'énergie, se manifeste. Puis, dans la troisième partie, on va voir comment ça se manifeste plus globalement. Passons à cette partie solution peut-être. Juste, alors, soit Jean-Luc, soit Hugues, comme vous voulez. Mais en gros, d'expliquer peut-être sur le Shift Project, quelles solutions préconiser pour justement faire prendre conscience des choses au grand public, aux entreprises. La première chose, c'est de prendre conscience. C'est-à-dire que, pour l'instant, la combinaison de l'immatérialité et de la miniaturisation fait que cette prise de conscience n'est pas naturelle. Donc, on sait très bien que dès qu'on a conscience des impacts de quelque chose, presque immédiatement, on se met à réduire ces impacts. En tout cas, on se met à avoir un usage plus intelligent de la technologie en question. Donc ça, c'est vraiment la première priorité. Et même si c'est un discours qui est surprenant et pas forcément populaire. Et vous avez déjà travaillé au comment pour faire prendre conscience ?
il y a deux cibles. Enfin, il y a donc, comme dans toute approche de communication, il y a plusieurs cibles. Au sein des entreprises, clairement aujourd'hui, avec la majorité des DSI sont déjà assez conscients de tout ça. Il faut savoir quand même qu'un certain nombre de directeurs de développement durable sont conscients également, et dans un certain nombre de sociétés purement qui font du service, quelquefois l'infrastructure numérique représente jusqu'à 50% de leur bilan carbone. Donc c'est suffisant pour en être conscient. Après, ce qui manque aujourd'hui, c'est que les directions métiers, les directions générales aient ça à l'esprit pour intégrer cet aspect dans les choix stratégiques qui sont à faire. Ça, c'est la cible des entreprises. Ensuite, il y a des cibles indirectes à travailler pour atteindre le grand public, y compris des décideurs politiques. Aujourd'hui, et c'est quand même nouveau, ça n'existait pas il y a 6 mois, aujourd'hui il y a un certain nombre d'initiatives, y compris gouvernementales, qui vont dans ce sens. Vous avez fait allusion au rapport Villani, qui est c'est pas évidemment le cœur du rapport, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de pages sur les précautions à prendre pour que il n'y ait pas des dégâts environnementaux dus à la croissance tous azimuts de l'intelligence artificielle. France Stratégie mène un certain nombre de consultations depuis le début de l'année parce qu'ils sont également conscients du sujet. Et puis il y a un troisième point, on a beaucoup parlé d'énergie, mais il y a un autre aspect qui commence à être très présent dans les cercles gouvernementaux, c'est la dépendance en fait du numérique par rapport à un certain nombre de métaux rares. Et ces métaux non seulement sont rares, mais ils sont souvent soit dans des pays très instables, soit sous le contrôle quasiment complet de la Chine. Donc il y a également une réflexion à avoir qui va dans le sens d'une maîtrise de nos usages numériques, parce que plus on le fait sans réfléchir à ce qu'on fait, et plus on augmente notre risque de dépendance. Voilà, et puis sur le grand public, moi je dirais qu'il y a une initiative qui serait assez simple à faire. Bon, sur les frigidaires, on a mis des étiquettes qui indiquent si le frigidaire consomme beaucoup ou pas. On pourrait faire la même chose sur les smartphones. D'ailleurs, Orange le fait pour certains des smartphones qu'il vend, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel de l'enjeu pour un smartphone, c'est pas tellement combien il va consommer dans les 2 ans d'utilisation, c'est plus combien il a consommé pour être produit. Et c'est clairement, si on met ce type de label, petit à petit, on déclenche une évolution des usages. Le tout est de savoir si tout ça va se faire suffisamment vite, encore une fois, par rapport au rythme où vont les choses. Jean-Luc, quand on a préparé cette table ronde, vous avez dit, enfin vous avez partagé une phrase que je trouve intéressante, peut-être à développer, c'est que le fait que le public comme les entreprises agissent que si on les oblige. En fait, elles ne le feront pas toutes seules. Est-ce que vous voulez justement en parler? Oui, pour les entreprises, pour le public, je ne sais pas si j'ai dit ça, mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais... Allez-y, expliquez-moi. Non, mais venons-en à la big picture, comme on dit en français. Je pense donc pour avoir une bonne analyse, il faut regarder au moins 3 éléments. Premièrement, regarder donc l'intérieur de ce qu'il se passe dans la technologie. Et comment, quand je dis technologie, je ne dis pas technique, je dis technique et adoption. C'est les deux, la technologie. La technologie, c'est de la technique qui est adoptée par des millions de personnes. D'accord ? C'est ça qui est important. Hein, donc il faut regarder intimement ce qui se passe. Deuxièmement, on peut regarder le passé. Quelle a été l'évolution de la consommation énergétique au XXe siècle? J'ai regardé, les chiffres sur lesquels je suis tombé, c'est aux États-Unis, 1915-2013, quelque chose comme ça, sur 100 ans à peu près. La consommation énergétique a été multipliée par 5, et l'efficacité énergétique aussi.
Enfin, multiplié ou divisé, ça dépend comment on compte, quoi. Hein. Autrement dit, l'effet a été de 25. Ok ? Alors on peut parler d'effets rebond regrettables du fait qu'il y ait eu beaucoup de voitures, beaucoup d'avions, beaucoup de tout ce que vous voulez. N'empêche que c'est ça la réalité. Qu'est-ce qui va se passer au XXIe siècle? Alors la première chose, vraiment, il faut regarder mondialement. Il faut arrêter de se regarder le nombril des pays ex-développés, des ex-pays développés, grosso modo Europe, Amérique du Nord, Japon, parce que les autres sont un peu plus que éveillés. La Chine n'est plus un pays émergent, la Chine est un pays émergé. On parlait du rapport Villani, ce qui est une merveilleuse chose. C'est extraordinaire que le gouvernement se mêle l'intelligence artificielle et l'ait mis dans son programme. Le gouvernement a annoncé 1,5 milliard d'investissements. Hier matin, il y avait une annonce où une start-up qui fait de la reconnaissance de visage au milieu de millions, etc., en Chine, recevait une série C. Avec la série B, ils avaient reçu 1 milliard d'investissements. Une start-up. C'est ça les ordres de grandeur aujourd'hui. Et c'est ça l'impact qu'on va avoir. Donc il faut regarder mondialement. Dans l'énergie, c'est pareil. Hein. On a construit 100 gigawatts de capacité électrique en France. Je ne sais pas où ils en sont actuellement, mais il y a 2-3 ans, les Chinois, c'est ce qu'ils construisent chaque année. C'est une centrale d'un gigawatt tous les 4 jours. D'accord? Donc c'est là qu'il faut regarder les choses. Et on a vu, vous l'avez mentionné, vous avez très très bien fait, que l'impact du numérique, c'est aussi que ça aide les autres pays à s'éveiller et à émerger. Vous avez par exemple en Inde une extraordinaire application qui repose sur, vous l'avez un petit peu mentionné, sur le fait que beaucoup de gens maintenant sont équipés de mobiles, où les gens maintenant ont une identité, c'est même obligatoire. Il y avait la moitié des gens en Inde qui n'avaient pas d'identité. Il n'y avait pas de date de naissance. Alors évidemment, quand on n'a pas ça, on est forcément dans le système du marché noir. On ne peut pas accéder au développement. On n'a pas accès à la banque, on n'a pas accès aux prêts, on ne peut pas aller sur le marché, on ne peut pas envoyer les gosses à l'école, etc. D'accord? Donc il va y avoir cet impact-là qui va se produire et cet éveil qui va arriver. Donc on a un double mouvement. C'est-à-dire qu'on a un mouvement d'un côté où il y a des milliards d'êtres humains qui veulent accéder au niveau de vie, les pays développés, et ils vont le faire. Il y a un deuxième mouvement qui est un shift des usages dû à l'évolution technologique. Quelle va être la résultante? Difficile à dire. Est-ce que ça va être comme au XXe siècle? x5 x5, c'est-à-dire x5 en efficacité énergétique, x5 en consommation énergétique. Moi j'ai regardé les prévisions de l'AIE, comment c'est en français, International Energy Agency, l'Agence internationale de l'énergie, qui d'ailleurs, je suis un tout petit peu méfiant parce que c'est une agence qui dépend de l'OCDE, c'est-à-dire des pays riches. Déjà, je suis un petit peu méfiant. Vous regardez les prévisions en 1999, période d'euphorie, la consommation énergétique au XXIe siècle fera x7. Vous la regardez 20 ans plus tard, période de moins d'euphorie dans les pays développés, parce qu'en Chine, par contre, c'est une période d'euphorie, ça fera x3. Donc vous voyez déjà, ça dépend des états d'âme. Mais disons, une moyenne, ça fait x5. Bon, donc il faut s'attendre à quelque chose comme ça. Bien évidemment, il faut passer en même temps à une renouvelabilité complète et une décarbonation totale. D'accord? Donc la question, c'est comment on va arriver à ça. C'est difficile à dire. À chaque fois qu'on est dans une période comme la période qu'on vit actuellement, qui est une période de bouleversement technologique et un impact social très très important, on est dans une période d'inconnu, de difficultés, de regret de l'ancien, etc. Néanmoins, c'est quelque chose comme ça qui va se produire. Et je voudrais laisser la parole quand même à Oui, merci. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce changement d'état d'esprit et changement de culture. J'aime beaucoup cette idée d'étiquette, là, comme on met sur les frigos. Je voulais juste vous partager une petite anecdote, parce que j'ai travaillé au moment où on a créé cette branche Sustainability chez Accenture pour un grand retailer français, à les aider à définir une étiquette développement durable. Donc, basé sur l'analyse de cycle de vie, de se dire on ne voulait pas uniquement présenter le nombre de grammes de CO2, mais aussi quelle consommation d'eau la fabrication de ce produit avait suscité. Et voilà, il y avait différents indicateurs qui avaient été sélectionnés. Donc on avait mis au point une étiquette.
gros, qui était un peu grosse parce qu'il y avait 4 ou 5 critères. Et finalement, elle n'est jamais vraiment sortie. Hein, donc c'était une très bonne idée. Mais alors après, voilà, il y a tout un contexte politique, il y a un contexte qui fait que c'est des arguments aussi de vente ou de pas vente qui font que on en est resté au stade de concept. Et même si c'était, pour moi, c'était de l'information grand public. Après, ça n'empêche qu'on achète, on n'achète pas en toute conscience, mais en tout cas, on a la conscience de le faire. Donc peut-être que c'est une solution, mais au-delà du fait de le faire, avant que ça sorte réellement, à mon avis, c'est pas encore tout de suite. Voilà. Après, en termes de prise de conscience, je voulais aussi appuyer sur le fait que les GAFA commencent justement à communiquer en disant, un faux ou un tox, ça je ne saurais pas juger, mais qu'ils se sourcent en énergie verte, ou en tout cas qu'ils utilisent de l'énergie verte. Ils en achètent en tout cas. Oui, en tout cas, localement, c'est pas nécessairement ce qu'ils utilisent, mais... Ils compensent en tout cas d'une manière ou d'une autre avec de l'énergie verte. Il n'y a que Amazon qui ne fait que 50%, mais tout le reste, c'est en tout cas 100% compensé. Donc c'est un premier affichage et c'est une première prise de conscience. Donc ça montre aussi qu'on va quand même dans le bon sens et qu'il y a en tout cas un partage auprès du grand public, qu'il y a ce souci de consommation d'énergie. Après, je voulais donner aussi cet exemple du cloud computing, de se dire que ça permettait quand même de réduire le bilan carbone et qu'une petite entreprise d'une centaine de personnes, en fait, ça permet de diminuer son bilan carbone de 90% d'utiliser le cloud computing. Donc de diminuer ses coûts énergétiques et de diminuer son impact carbone. Et après, pour illustrer plus la partie industrielle, la partie que je maîtrise un peu mieux, c'est de se dire qu'en fait aujourd'hui tous ces clients industriels, ils ont quand même 3 grandes problématiques. La première, c'est l'énergie transition, donc la transition énergétique, pardon. Donc c'est de se dire qu'on veut toujours avoir plus d'efficacité énergétique. On parle aussi d'énergie verte, un peu plus en tout cas de renouvelables, d'utiliser plutôt du gaz versus du fuel. En tout cas, il y a cette prise de conscience qui est là sur cette transition énergétique et on voit que tous les grands acteurs s'y mettent. Je parle des pétroliers, ils ont tous maintenant une entité renouvelable. Donc au-delà de la diversification de leur business, c'est quand même aussi, ça devient une obligation. Après, il y a la partie innovation au niveau du matériel, donc tout ce qui est économie circulaire, tout ce qui est, j'évoquais tout à l'heure le fait d'avoir la digitalisation des usines, ça permet de réutiliser le design mieux, en fait, d'améliorer de manière continue finalement le design des installations. Donc ça, c'est un réel gain de faire cette réutilisation. On parle de smart material, de 3D printing, voilà, donc toutes ces choses-là qui devraient améliorer finalement la partie matérielle et physique. Et enfin, la rotation vers le digital. Alors chez Accenture, on aime beaucoup cette terminologie, la rotation vers le new et vers le digital, c'est de se dire qu'il faut fondamentalement finalement changer notre manière de travailler et y inclure le digital, donc digital worker, forcément, tout ce qui est intelligent enterprise, digitalisation des assets. Et puis derrière, on a les problématiques de cybersécurité, on a la blockchain. Voilà, donc c'est ces 3 composantes en fait qui vont faire la transition de côté industriel et sur laquelle on travaille. Tout ça dans l'objectif au final de diminuer cette consommation énergétique. Et moi je voudrais juste insister quand même sur un point qui est structurant, c'est ce changement de culture, un changement d'état d'esprit. Ce travail aussi en termes d'entreprise étendue qui dit partage de données, à ses contracteurs, aux gens avec qui on travaille. Et ça pose quand même des réelles problématiques d'éthique et legal aussi. Et toute cette transformation, il faut l'accompagner, elle ne sera pas immédiate, mais c'est vers là qu'on va, en tout cas j'espère. Très bien, merci à tous les 3. Je vous propose de passer aux questions. 2 micros qu'on va retourner dans la salle. Bonjour, merci pour cette présentation et pour cette table ronde. Moi j'avais, alors c'est pas une question mais c'est un petit commentaire sur lequel j'aimerais bien que vous reveniez. On a beaucoup parlé du coup de la compensation en termes d'énergie que pouvaient avoir la transition numérique par rapport à sa consommation. On a un tout petit peu parlé de la chaîne de valeur, de son impact sur la chaîne de valeur.
et encore un petit peu parler de l'économie circulaire. Moi, mon commentaire, c'était de savoir, en fait, on sait qu'il va y avoir beaucoup d'objets connectés, on sait que les entreprises vont se digitaliser fortement. Comment est-ce qu'on va gérer le sourcing de tous ces objets et leur recyclage? On ne sait pas comment le recycler. Par exemple, moi je suis sur les énergies vertes. Il va y avoir des éoliennes, des centrales éoliennes et des centrales photovoltaïques qui vont être en fin de période d'exploitation bientôt, les premières, et on ne sait pas comment les recycler, et c'est un peu ça va être un peu le même problème pour la transition numérique finalement. Voilà, je voulais avoir un peu votre point de vue là-dessus. Une question sur le recyclage en fait et la fin de vie des produits. Je ne sais pas si l'un d'entre vous intéresse. Alors oui, c'est une excellente question et j'ai pas eu le temps d'en parler dans les constats. Alors encore un ou deux chiffres, désolé. Si on conserve une vision mondiale, on a à peu près un peu moins de 15% des déchets électroniques qui sont pris en charge. J'emploie pas le terme recyclé, je vais y venir. Hein. Qui sont pris en charge, c'est-à-dire gérés et recyclés pour ceux qui peuvent l'être. En France, on est aux alentours de 45% dans le monde professionnel. Par contre, on sait qu'il y a, on ne sait pas exactement évidemment, mais probablement une quinzaine de millions de téléphones portables qui sont dans les placards et qui un beau jour risquent de se retrouver dans une poubelle. Ce qui rend les choses d'autant plus compliquées, c'est que en fait ces équipements numériques se prêtent assez mal à l'économie circulaire. C'est-à-dire que comme on utilise beaucoup de métaux différents, bon, il y a à peu près une quarantaine de métaux dans un smartphone, et on utilise ces métaux souvent sous forme d'alliage. En fait, avec les techniques actuelles, le taux de recyclabilité d'un certain nombre de ces métaux est inférieur à 1%. Donc même si on prenait bien en charge tous ces déchets électroniques, pour toute une série de métaux, on aurait beaucoup de mal à effectivement les recycler. Donc c'est un élément de plus à garder en tête pour essayer de prolonger la vie des équipements. C'est d'ailleurs ce que font un certain nombre d'entreprises lorsqu'elles se sont posé la question et qu'elles ont identifié qu'effectivement, en portant la durée de vie de leur PC portable de 3 ans à 6 ans, elles amélioraient leur bilan carbone, et même chose sur le téléphone, alors pas 6 ans parce que là, au bout de 4 ans, on n'arrive plus à les faire fonctionner, mais disons de 2 ans à 4 ans. Donc c'est un sujet qui est encore moins visible, je dirais, que la consommation énergétique. Je dirais sauf qu'il est visible dans les pays africains qui servent de décharge aux déchets électroniques qui ne sont pas pris en charge par des circuits officiels. Donc et de la même façon, on n'a pas tellement parlé non plus de la pollution qui intervient dans le stade de fabrication et notamment d'extraction de ces mêmes métaux qui aboutissent à une pollution des sols énorme, et notamment en Chine. Je conseille de lire le livre de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, où c'est très bien expliqué. Donc c'est un sujet, et juste une petite pique sur les énergies renouvelables. Il faut également, il y a plusieurs études qui sont sorties, dont une de l'IFRI et une de la Banque mondiale dans les mois qui ont précédé. Les énergies renouvelables utilisent aussi un certain nombre de ces mêmes métaux rares, et donc les énergies renouvelables ne sont pas toujours aussi vertes qu'on pense, que ce soit dans la phase de production ou dans la phase de fin de vie. Effectivement, il faut se poser la question de l'analyse de cycle de vie, donc de bout en bout, qu'est-ce que ça coûte.
Oui, non, mais c'est une très bonne question. Là, on a parlé de l'énergie parce que c'est là qu'il y a comment dire, de façon absolument critique, ce choc entre la consommation de ressources due à l'activité humaine et les limites imposées par le système planétaire sur lequel on vit. Il y a d'autres domaines où c'est le cas d'ailleurs, d'autres domaines où c'est pas le cas, mais où ça va peut-être venir. Voilà. Donc on est de toute façon contraint à aller vers une renouvelabilité générale. Si le XXIe siècle doit servir à quelque chose, il doit servir normalement à ça. Alors, la question, alors évidemment c'est une question possible, et l'autre question qu'on abordera après, mais je vais laisser ma voisine un peu parler, c'est, on parlait des entreprises et du public, quel est l'impact éventuel du public là-dessus? On échangera quelques idées là-dessus. Je vais juste revenir sur la prolongation de durée de vie des équipements. En fait, dans le milieu industriel, pourquoi est-ce qu'on veut faire de la prédictive maintenance, par exemple? C'est aussi pour prolonger la durée de vie des équipements, et au bout du bout, ça veut dire que dans le cycle de vie sera prolongé et que on arrivera plus tard à la question du recyclage. Voilà, donc on travaille quand même là-dessus, et les industriels, en tout cas, se penchent vraiment sur la question, pour des questions économiques premièrement, avant de penser aux questions énergétiques. Est-ce qu'une taxe carbone dans le secteur numérique, ça peut être un bon vecteur pour accélérer la transition? Et si oui, comment on pourrait faire? Alors ça, c'est une très bonne question. On peut, je vais vous donner également, on va d'abord prendre par le petit, hein, comme j'avais fait. Il y a quelques années de ça, j'avais été contacté par Siebel, celui qui a fait les softwares de CRM, Customer Relationship Management, qui était sorti d'Oracle, qui a gagné 5 milliards, enfin, il a vendu ça à Oracle, et ensuite il joue avec son argent. Donc il avait créé une société qui s'appelle C3, et qui avait pour objectif de construire une comptabilité carbone mondiale de tout. Hein, c'est-à-dire, on sait combien il y a de carbone maintenant, etc. C'est toute la chaîne. Comment on fait une comptabilité financière, on pourrait faire une comptabilité carbone. Pour bootstrapper ça, il voulait aller voir 5 grands groupes qui lui fournissent des données, construire un modèle, et puis ensuite étendre sa boîte, vendre son logiciel, et avoir la comptabilité complète. Donc il allait voir des gens comme Coca-Cola par exemple, parce qu'ils sont très bons sur la logistique ou des choses comme ça. Bon, ça s'est pas fait parce que à l'époque il espérait, c'était au moment de Copenhague, que le gouvernement américain allait venir dans l'accord sur le climat, et puis ça s'est pas fait, donc C3 est devenu autre chose et il n'y a pas de genre de projet. Donc ce genre de projet pourrait exister, et franchement je me demande pourquoi il n'existe pas, quoi. Parce que si on avait ça, là on découvrirait des choses. Ensuite, est-ce que ça a du sens d'avoir une comptabilité carbone spécifique pour l'IT? Le problème, c'est toujours de définir les choses aux frontières, quoi. Moi, j'avais eu une discussion fut un temps sur peut-on mettre une taxe carbone en Europe avec, comment dire, des échanges au niveau mondial. Donc comment on fait aux frontières? Personne n'osait le faire. Parce que vous prenez, je sais pas, moi, l'Allemagne et la Chine, ils se disent, l'Allemagne se dit quand même on est vachement plus propre que la Chine, puis quand on regarde dans le détail, ben, c'est pas forcément vrai. D'accord. Donc on sait pas où on va, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ça le problème. On a un problème de, il faut que quelqu'un commence, quoi, pour avoir les chiffres. Ensuite donc ça c'est le problème pour déclencher le mouvement qui fait qu'on met en place effectivement une taxe carbone. Et l'IT peut servir. Ensuite, est-ce qu'il faut une taxe carbone? Oui, très probablement. Oui. Très probablement. Même quelqu'un comme Elon Musk appelle à ça. Hein. Évidemment, il vendrait plus de batteries de voitures. Mais, très probablement. Peut-être juste par rapport à ça, moi je reviens sur mon exemple tout à l'heure de l'étiquette carbone sur la nourriture. Hein. C'est quelque chose qui a été initié et réfléchi dans plusieurs grands groupes et puis finalement qui n'est jamais sorti. Donc là, c'était juste de l'information, c'était pas une taxe. Donc on peut se dire que la démarche est dans les esprits. Maintenant, elle se réalisera peut-être un jour, mais peut-être pas tout de suite. C'était surtout produits confondus, cette étiquette, ou c'était juste sur les segments? C'était sur les produits alimentaires. Trois mots.
Juste une note d'espoir quand même, parce que pour revenir sur les produits alimentaires, alors je sais pas, c'était il y a quelques années sans doute, aujourd'hui on voit quand même une évolution des comportements alimentaires vers moins de consommation de viande bovine notamment, et c'est lié en partie au fait qu'on a dit aux gens que effectivement ça aboutissait à une impasse écologique si on continuait à manger de plus en plus de viande bovine. Bon, donc il y a quand même des fois où les comportements arrivent à s'infléchir dans le bon sens. Ensuite, deux autres points. Sur la taxe carbone, oui, il en faut une, enfin il en faut même... il y a des spécialistes de la question donc, qui parlent de corridor carbone, il faut sans doute des taxes différenciées selon les géographies, etc. Mais il faut surtout le mettre... il faut surtout fixer la taxe à un niveau suffisamment élevé pour qu'elle ait un impact. C'est ça le sujet qui pour l'instant n'a pas reçu suffisamment de consensus. Et le dernier point, non, je pense pas qu'il faille une taxe carbone spécifique sur le numérique. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a fait l'exercice avec une grande institution financière, et ils ont partagé leur bilan carbone, et dedans, on voit très bien la place du numérique. Donc, après, il faut s'assurer que les données prises en compte sont actualisées. C'est un des problèmes de cette technologie numérique, c'est que en 3 ans, les équipements sont très différents de ce qu'ils étaient, ce qu'on ne trouve pas forcément dans les autres secteurs, et ça pose des problèmes de mise à jour, effectivement, des bases de données qui servent à réaliser les bilans carbone. Oui, merci encore. C'était juste une remarque par rapport à ce que vous disiez, et pour compléter. Vous avez évoqué le fait que les grands groupes Google et Apple étaient les premiers à s'engager au moment de la COP21 sur le 100% renouvelable. Et je pense qu'ils commencent à annoncer justement qu'ils y arrivent. Et par ailleurs, sur le système de taxe carbone et de traçabilité, en fait, si je comprends bien, ce que vous dites, c'est que on a un peu peur de mettre en place cette métrique parce qu'on ne sait pas à quoi ça va nous contraindre par la suite. C'est le poisson qui se mord la queue, quoi. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas l'information, on n'agit pas, et tant qu'on n'agit pas, on n'a pas l'information, quoi. À un moment donné, ça va venir, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel biais, enfin j'espère, on aura l'information, et à ce moment-là, je pense que ça va se déclencher. Je reste optimiste, moi. Et justement, le mouvement des GAFA là-dessus, aujourd'hui, vous semble du greenwashing ou réellement quelque chose de... Ah non, je crois que... Attendez, je vais vous dire mon opinion sur les GAFA et sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Silicon Valley qui est en train de se mondialiser. L'IT aujourd'hui aux États-Unis, c'est 8% du PIB. À peu près. En Europe, 5 à 6%, dans le monde, 4-5%, chose comme ça. Je pense qu'on est au taquet, quoi. Donc il faut aller faire autre chose. Et c'est des gens dont la culture est, franchement j'ai un peu la même, personnellement, et ils aiment la technologie, ils aiment le développement, et ils aiment que ça ait un impact. D'accord ? Donc ils veulent croître. La loi de Moore, c'est ça en fait, c'est des gens qui veulent croître, ok ? Et manger le monde. Pas avec un... Bon. Donc là, ils sont obligés de dépasser le pur univers informationnel. C'est pour ça qu'ils font des voitures. Donc ils vont attaquer tous les domaines. Grosso modo, leur objectif, c'est de passer de 8 à 15% d'économie, si vous voulez. D'accord ? Donc, est-ce qu'ils vont attaquer l'énergie ? Ils ont déjà un peu essayé. Moi, quand j'étais justement directeur Smart Grid pour le groupe EDF, j'étais basé en Allemagne dans une petite boîte où on avait fait un compteur intelligent, le premier en Europe, et ça avait été incroyable. J'étais allé le présenter à la conférence Smart Grid à Washington, le premier produit Smart Grid au monde. Voilà. Et j'étais passé le 3e après le ministre d'Obama et le patron de l'électricité en Chine. J'étais sidéré. Et on avait des accords avec tout le monde. Ballmer était venu nous voir, on avait des accords avec Google, etc. Ils étaient très très intéressés à ce moment-là. Et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'était pas mûr, parce que les utilities n'étaient pas prêtes, celles qui sont installées, n'étaient pas prêtes à avancer vite sur le sujet. C'est en train de changer en ce moment un petit peu. Donc ils ont un petit peu laissé tomber du côté énergétique. Celui qui a pris le relais, c'est un peu Elon Musk, si vous voulez.
où il pousse Tesla, et puis il a des grands projets également pour équiper en stockage local d'énergie, et donc d'avoir demain une maison, un immeuble, un quartier, où on est vraiment dans la production, du stockage, évidemment de l'intelligence, c'est autour de l'intelligence que ce sera organisé pour commencer à avoir ça. Donc ils vont y revenir sur le secteur de l'énergie. En résumé, je pense que ce n'est pas les bonnes machines. Je pense qu'ils ont vraiment des objectifs très très forts. Et quand je disais que c'est en train de se mondialiser, ça c'est un autre problème, c'est que la ressource de tout ça, c'est pas de l'énergie, c'est pas de l'argent, c'est pas tout ça, c'est le cerveau. Et la Silicon Valley, la Bay Area, comme ils l'appellent eux, n'attire plus suffisamment de cerveau. Il faut savoir que le pourcentage de citoyens américains autour de San Francisco, c'est 30% aujourd'hui. D'accord ? Pour voir à quel point ils ont quand même réussi à sucer le brain drain, hein, d'accord ? Donc là, ils en ont plus assez, donc ils sont en train de s'installer partout. C'est pour ça qu'on les voit arriver. Okay. Et que maintenant, d'ailleurs, c'est assez marrant, moi, c'est la première fois de ma vie où quand je parle à un Américain, il me prend au sérieux. C'est le cas sur l'intelligence artificielle, hein. Dès qu'il y a eu la sortie du rapport, tous ces grands groupes se sont dit je vais mettre un labo ici, ou je vais annoncer de la R&D là, etc. Je vous prie de m'excuser, je vais caricaturer de façon délibérément simpliste. Si je résume, j'ai cru comprendre que d'un côté, il y a des entreprises qui finalement gaspillent relativement peu et qui savent convertir la vertu en dollars. Et de l'autre côté, il y a un grand public qui gaspille énormément et qui ne pense qu'à regarder 4 heures de vidéo par jour. Est-ce que, à partir de là, est-ce qu'on peut effectivement s'intéresser à ce qu'on va faire pour traiter ce qui serait donc la vraie question, donc le gaspillage du grand public? Alors, je ne sais pas si c'est caricatural, en fait. Je dirais que moi, je trouve que c'est peut-être un peu optimiste du côté GAFA, parce que bon, si les gens consomment 4 heures de vidéos de petits chats par jour, c'est aussi parce que quelque part leurs usages ont été tirés par l'offre, hein, et l'offre elle vient bien des GAFA. Donc peut-être ne sont-ils pas aussi innocents que cela. Donc moi je dirais effectivement, je pense que la véritable question c'est, mais c'est vrai pour le numérique comme c'est vrai pour d'autres sujets liés au changement climatique, la véritable question c'est comment sommes-nous capables de faire évoluer nos habitudes de consommation de telle façon à ce que ce soit compatible avec ces objectifs de développement durable. Je crois que, je reviens sur ce qui a été dit il y a quelques minutes, le 21e siècle pour moi il est très différent du 20e, en ce sens où nous agissons sous contrainte climatique. Et tout ceci a été formalisé. Nous devrions agir sous contrainte climatique. Nous savons que si nous n'agissons pas sous contrainte climatique, alors, je dirais, les enfants de ceux qui sont ici en paieront les conséquences. Et donc, quelque part, cette contrainte, elle doit nous inciter effectivement à nous poser, et le plus tôt possible, ce type de questions. Comment faire évoluer nos usages de façon à respecter cette contrainte climatique, mais de façon aussi à faire en sorte que les inégalités entre pays riches et pays pauvres se réduisent. Et ça fait aussi partie des objectifs de développement durable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est pas tellement que les pays du Sahel s'équipent en Internet et en téléphone mobile. Le problème, c'est plutôt qu'aux États-Unis, on double le nombre d'équipements numériques par foyer. Il y a énormément de choses à dire sur votre question. C'est terriblement difficile de savoir évidemment ce qu'il va se passer. Mettons-nous en 1918 et essayons d'imaginer ce qui se passe jusqu'à la fin du siècle. Hein, on est bien d'accord que c'est franchement difficile. Hein. En 1918, mon grand-père, qui était ouvrier, il voulait la journée de 8 heures, la retraite des vieux, l'assurance sociale et l'école pour ses gosses. Hein. Moi je l'ai. Bon. Et évidemment, entre-temps, on est passé à une économie qui est le mass market, qui n'existait pas en 1918. Hein. Avec les conséquences que ça a par ailleurs sur la consommation énergétique.
Et c'est passé par là parce qu'il y a eu vraiment une volonté massive d'aller vers ça. D'accord ? Évidemment, c'est pas la technologie qui a provoqué ça. La technologie donne des moyens, et après, c'est ce que les hommes en font, hein. Les hommes et les femmes. Même les femmes. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer au XXIe siècle ? Je pense qu'il y a des tas d'aspirations qui existent. Donc il y a effectivement, je pense, une aspiration qui commence à être très très présente. D'un côté, on va consommer de la vidéo 4 fois par jour, mais en même temps, on a vraiment envie de faire quelque chose pour les problèmes de climat, d'environnement, etc. D'accord ? Puis ça va, il y a d'autres aspects, par exemple, avoir un travail qui a un sens. Hein ? On n'a pas parlé de ça. On voudrait, vous avez tout à fait raison là-dessus, savoir ce qu'on mange. L'industrie de masse, avec une chaîne du froid qui marche à peu près, avec des contrôles sur ce qui est émis. Bon, aujourd'hui, on dit on ne veut pas de pesticides, etc. Mais néanmoins, ce qu'on mange, c'est grosso modo sain. En tout cas, par rapport à ce qu'il y avait il y a 100 ans. Hein ? Pourquoi est-ce que Pasteur disait le vin est un aliment, est d'abord un aliment, et ensuite extrêmement sain? Ben, c'est parce que c'était vachement plus sain que l'eau, hein. Tout simplement. L'eau qu'il y avait à côté, à Fontaine, à Paris. À Paris, où il y avait plusieurs millions de chevaux qui font du fumier. Ce qui n'est pas très sain, ce qui propage les maladies. Donc la voiture a été de ce point de vue, etc. Bon, donc, qu'est-ce que cette volonté massive va provoquer? C'est extrêmement difficile à savoir. Et puis, est-ce que les conditions vont être réunies pour que ça aille dans le bon sens, quoi, en quelque sorte, hein? Voilà. Donc, je pense que, in fine, l'évolution qu'on va avoir va dépendre de ça, quoi. Va dépendre de ces aspirations de millions de personnes qui vont avoir le pouvoir, hein, ou pas, de faire évoluer les choses dans un sens ou un autre. Moi, je voudrais juste évoquer un sujet qui peut paraître anecdotique, mais on parle quand même maintenant de digital detox. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un début de prise de conscience, en tout cas de se dire que peut-être on arrive un peu trop loin. Donc après, il y a la sociabilisation, de se dire que les enfants, il faut qu'ils arrêtent d'être sur leur tablette, sur leurs écrans en permanence. Il y a un peu une bataille permanente qui se crée à ce sujet. Donc la prise de conscience, elle n'en est pas au niveau zéro, elle est déjà quand même amorcée. Après, le temps que ça évolue vraiment vers un changement des comportements, on n'y est peut-être pas encore, mais en tout cas, je pense qu'on a commencé à prendre cette conscience du fait qu'il faut se désintoxiquer du digital. Oui, cette désintoxication-là, mais en même temps, c'est l'IT qui va probablement permettre ces changements qui vont arriver, y compris par exemple dans le travail, l'économie circulaire, etc. Vous parliez de l'impression 3D. L'impression 3D, ça peut être aussi le fait de fabriquer localement les choses, et pas dans des grandes usines qui sont très très loin. Une autre question ? Bonjour. Moi j'avais une question plus au niveau des ressources. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est la Chine qui possède la plupart des métaux rares. On a une explosion de la construction de matériaux. Est-ce qu'on ne se rapprocherait pas peut-être d'une crise des métaux comme on pourrait avoir eu une crise pétrolière avec que justement l'OPEP ou ce genre de choses? Et est-ce que ça pourrait justement casser cette dynamique de croissance? Oui, c'est une question qui est posée dans de plus en plus de cercles de réflexion. Donc aujourd'hui, si on veut être précis, alors aux États-Unis, il y a une liste de 21 métaux qui sont considérés comme critiques, au sens où s'il y a des difficultés d'approvisionnement, ça met en péril des points importants de l'économie. Dans l'Union européenne, c'est 26. C'était 17 il y a 5 ans, c'est 26 maintenant. Dans les métaux rares, il y a des choses encore plus rares qui sont les terres rares. Les terres rares, à 95%, sont produites en Chine. Et donc, ce qui peut très bien se passer, et sans penser forcément à des manœuvres géopolitiques, c'est que
le niveau de vie et le niveau de consommation augmentant en Chine, la Chine peut très bien à un moment donné avoir besoin de garder une proportion plus importante des terres rares qu'elle produit pour sa consommation intérieure. Et donc ça provoquera effectivement quelque chose ressemblant au choc pétrolier de 73. Maintenant, j'ai pas de boule de cristal, mais clairement, oui, c'est un risque qui n'est pas maîtrisé aujourd'hui. Oui, je voulais juste réagir sur les terres rares. C'est un sujet, mais la dépendance est aussi liée au prix. C'est parce que la Chine est le seul pays qui est capable de le produire à assez bas prix, et que la Malaisie et l'Australie pourraient très bien les produire. Donc c'est plus un enjeu quel prix on veut payer pour ces équipements, et pas forcément un enjeu de ressources. Alors, effectivement, quand on parle de ressources, après on a des notions de réserve, plus ou moins accessibles, etc. Bon. Par contre, le problème, c'est que si on veut créer une nouvelle mine, ça prend entre 10 et 15 ans. D'accord ? Compte tenu des taux de croissance du numérique, bon, il n'y a pas besoin d'une grande démonstration pour voir qu'il peut y avoir un problème qui n'est pas gérable avant un certain temps, le certain temps se chiffrant en plusieurs années, et compte tenu de l'importance du numérique dans tous les processus aujourd'hui, ça évidemment aurait un impact très fort. On avait eu ici un exposé il y a quelque temps sur la terre rare. Alors effectivement, moi ce que j'avais retenu de ça, c'est que la Chine avait baissé ses prix pour que les Américains achètent chez eux plutôt, et leurs mines, donc ont été complètement... et ils vont avoir 10 à 15 ans, alors maintenant peut-être un peu moins, parce que c'était il y a peut-être 2-3 ans qu'on avait fait cet exposé, mais c'était très bien vu de leur part, parce qu'ils avaient baissé, et comme ça... il n'y avait plus de possibilité d'avoir ces terres rares, en Amérique en particulier. Je ne voudrais pas paraître grossier et déplacer le débat, mais il y a les terres rares, puis il y a les données. Vous connaissez peut-être l'application WeChat qui a été développée par Tencent, c'est au début une application de messagerie. Qui est maintenant utilisé qui a 920 millions d'utilisateurs en Chine. Et ça permet de tout faire aujourd'hui. Vous achetez une brochette dans la rue en utilisant le service de paiement. Voilà. Toutes les données sont centralisées, ils ont toutes les données. Non, c'est Tencent, je crois. Et avec ça, ou ce genre de données, c'est ça qui a permis de faire cette start-up qui donc reconnaît les visages. Paraît-il, ils ont des performances vraiment excellentes. C'est pas forcément grâce aux algorithmes, la qualité des algorithmes d'apprentissage, c'est parce qu'ils ont les données, ou ils arrivent à vous reconnaître dans une base de données de millions, ou une dizaine de millions, ou de centaines de millions de personnes, y compris avec une photo il y a 30 ans. Ils ont été présentés au NIST il y a, je sais plus, un an, National Institute for Science Technology, donc ils sont allés à un concours américain et ils ont gagné dans 4 catégories. Voilà, et c'est cette start-up qui donc vient d'être financée au niveau de 1 milliard. D'accord ? Un ami a vu en décembre une application en Chine avec en temps réel sur un écran 2 milliards de déplacements en Chine. Ils ont toutes les données, en temps réel. Okay. C'est peut-être là, et on ne parle même pas d'un horizon de 15 ans, mais un horizon de 5 ans, un domaine également de domination qui pourrait bien nous tomber dessus. Une question béotienne. Pourquoi le cloud fait qu'on diminue la consommation? C'est peut-être naïf, hein, mais... Je ne suis pas une experte technologique, hein, mais c'est par rapport aux capacités de stockage et aux serveurs, c'est moins consommateur. Et, ça, je pourrais m'approcher des personnes qui techniquement savent répondre exactement à cette question, mais j'ai pas la réponse. Vous voulez Oui, la réponse, c'est ça dépend. Ça dépend de l'application dont on parle. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on met... si on compare la situation où toutes les données sont hébergées sur le réseau interne de l'entreprise, et puis où elles le sont dans le cloud. Bon.
si ce sont des données qu'on consulte peu souvent, c'est très bien, parce qu'effectivement, les serveurs et l'environnement du data center, du fournisseur de cloud, sont beaucoup plus performants que ceux de l'entreprise. Donc on gagne beaucoup, effectivement, en termes d'énergie. Par contre, si ce sont des données qu'on a besoin d'accéder souvent, et si on a besoin de beaucoup d'échanges pour réaliser des opérations, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que la consommation, le trafic qui va être écoulé par le réseau entre le data center et le terminal dans l'entreprise va manger en fait le gain énergétique du data center. Donc il n'y a pas de réponse simple à la question, ça dépend de quoi on parle. Et c'est clairement, c'est sans doute au-delà de l'analyse économique qui est faite aujourd'hui de tout ça, c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte quand on restructure une architecture informatique. Sinon, je pense que c'est tout à fait exact ce qui est dit par... mais je pense que l'idée de base, c'est simplement une mutualisation et le foisonnement. C'est-à-dire que vous avez une infrastructure hardware qui sert à des tas de gens, et donc qui sert tout le temps. Non, justement. Parce que sinon, vous avez du hardware qui est dans chaque entreprise, qui la plupart du temps ne sert à rien. C'est la même chose que vous vous baladez dans les rues de Paris, vous avez des millions de voitures qui ne servent à rien. Et qui consomment beaucoup de tous les matériaux, et donc de l'énergie pour les produire, etc., dont on parlait. D'accord ? Si demain, vous avez la voiture autonome avec un modèle qui est l'utilisation partagée de ces voitures, autrement dit, vous n'avez plus de voiture, simplement, vous appelez sur votre smartphone, il y en a une qui s'arrête, vous montez dedans, elle vous emmène. Ok, vous allez, je sais pas, diviser par combien par 10 le nombre de voitures. Voilà, donc vous êtes plus efficace. C'est aussi simple que ça. J'en profitais pour la prendre, cette dernière question. On a pas mal parlé donc, de différentes applications qui auraient potentiellement un impact énergétique positif ou négatif. Alors là, il y a toujours une étude technique à faire pour savoir si par exemple le smart grid, est-ce que ça va permettre d'économiser l'énergie ou est-ce qu'au contraire on va tomber dans quelque chose qui en consomme un peu plus. Tout à l'heure, donc Julie Romanet-Perrault parlait également de certains usages comme la voiture autonome, donc qui potentiellement vont consommer plus d'énergie. Là aussi, bon, la question pourrait se poser, typiquement si la voiture autonome seule la fin de la voiture individuelle, et donc il y aurait moins de voitures. Donc on pourrait aussi se poser cette question-là. Mais dans le cas où la voiture autonome consommerait plus d'énergie, il y aurait à arbitrer entre les économies d'énergie et ne pas faire cette voiture autonome, ou alors sauver les vies sur les routes. C'est une question à se poser. Et donc ma question c'est, on se rend bien compte qu'il va y avoir des arbitrages à faire entre différents usages en fonction du service qui est rendu et en fonction aussi de la consommation énergétique qui est associée. Donc à votre avis, comment est-ce qu'on va arbitrer? Tout à l'heure on parlait de la taxe carbone et ce qui revient derrière à laisser le marché décider. Mais est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir d'autres moyens de décision qui viendraient peut-être de l'État avec des dérives potentielles pour arbitrer, par exemple, sur le cas de la voiture autonome dont on parlait? Oui, je pense que c'est un assez bon exemple. Donc moi je travaille quand même pas mal avec mes clients industriels sur les business cases de ces solutions digitales. Et donc il y a le business case qui est financier, mais il faut bien garder aussi la partie non chiffrable de ces bénéfices. Donc il y a la diminution des risques HSE qui dans les grosses industries est quand même un point très important. On voit bien que ces industriels ils arrivent à un seuil maintenant où il y a encore des incidents, mais on n'arrive plus vraiment à le réduire. Alors est-ce que c'est un moyen de le réduire? Donc ça pourrait être un point important. Et après on parle aussi pas mal de avoir plus de valeur ajoutée pour les gens qui sont sur le terrain, où finalement toutes les tâches administratives ou récurrentes pourront être, le service pourra être rendu grâce à la digitalisation. Donc bien sûr tout ça rentre dans l'équation et le business case n'est ni financier, ni carbone, ni consommation électricité, c'est un ensemble de choses et après les arbitrages ils se feront sur la base de l'ensemble de ces arguments. Alors justement, la question, c'est à partir du moment où la question n'est pas que dans le bilan financier, donc ça veut dire que le marché ne sera pas forcément le meilleur acteur pour décider, pour faire cet arbitrage-là. Comment, à l'avenir, envisage-t-on de faire ces arbitrages-là?
Oui, je reprends l'exemple de la voiture autonome. Donc on voit bien qu'en fait, si on continue à utiliser la voiture autonome de la même façon qu'une voiture non autonome, on peut peut-être gagner, alors certainement dans l'utilisation, dans la production c'est pas évident, dans la fin de vie c'est pas évident, donc le bilan n'est pas forcément positif. Par contre, on voit que si on se met à partager la même voiture à plusieurs, là effectivement, mettons on réduit par 3 ou 4 le nombre de voitures, forcément, on réduit l'empreinte matérielle, donc l'empreinte environnementale. Mais on peut aller, mais là, ça implique clairement un changement d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut accepter de partager un objet qui pour l'instant est considéré comme étant un objet personnel, et ça veut dire qu'il faut aussi tout un système, parce que, mettons qu'on partage une voiture, qu'est-ce qui se passe si au moment où on la récupère, elle n'est pas là? Enfin bon, il y a tout un écosystème à constituer, et ça n'est pas que la technologie qui va pouvoir le faire. Mais, et je vais être un peu jusqu'au boutiste, quitte à se poser des questions sur nos habitudes de consommation, on peut aussi se demander si, pour un certain nombre de déplacements, on ne peut pas échanger la voiture traditionnelle contre le vélo traditionnel ou électrique. Et ça, clairement, en termes de gains sur l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone, il est beaucoup plus fort que celui de la voiture autonome. On nous a présenté dans le cadre de l'école centrale de Nantes une start-up qui se montait justement, alors je ne sais plus exactement à quel endroit, mais il prévoyait qu'il y ait des voitures qui aient une borne le long du trottoir, et on l'appelait pour faire un trajet, et alors c'était en fonction de la disponibilité, et en fait ça, bon, ce lanceur de start-up imaginait que ça pouvait, c'était en accord avec la mairie évidemment pour poser les bornes, et il imaginait que ça pouvait être justement, c'est la voiture partagée dont vous parliez, pour aller à tel endroit. On appuyait, on demandait, et puis rapidement, éventuellement, quelqu'un pouvait venir vous prendre et vous amener où vous vouliez aller. Bon, c'est des idées comme ça qui germent, et bon, il y a un jeune qui se lançait là-dedans, alors je ne sais pas où il en est maintenant, mais c'est pour abonder dans votre sens. Je vais juste ajouter une toute petite chose, la voiture partagée, il y a quand même Autolib qui existe aujourd'hui, c'est quand même les débuts de ce changement de pratique. Alors Autolib, moi j'utilise Autolib, ça marche plutôt bien. Maintenant les comportements doivent quand même changer, parce que quand on retrouve un pack de bière vide dans l'Autolib et qu'on rentre dedans, c'est quand même pas hyper agréable. Voilà, il y a aussi un respect à développer et des choses à développer derrière, donc c'est vraiment un changement d'usage, un changement d'état d'esprit. Je parlais tout à l'heure de changement de culture dans l'industrie pour changer les pratiques et aller vers le digital. Voilà, on parle aussi d'un changement global des comportements. La vision que j'en ai de la voiture autonome, alors peut-être que je suis naïf, hein, bon, pour autant que ça marche évidemment, d'abord j'ai plus à conduire. Alors peut-être qu'il y a des gens qui aiment encore faire vroom vroom, c'était le cas quand j'étais jeune, mais franchement maintenant ça m'ennuie profondément. Donc, qu'est-ce que j'aimerais avoir enfin une voiture autonome, la première qui sort, qui marche vraiment, je l'achète. On pourra faire du streaming dans la voiture, c'est ça? Faire des petits chats, ouais. Et donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est donc j'ai plus de voiture parce que je pense que Paris c'est des millions de voitures qui circulent. J'appuie sur mon smartphone, elle arrive et puis je m'en vais. Alors c'est un peu cynique, mais comme dit Uber, on est désolé, on est encore un peu cher parce qu'il y a un chauffeur. Hein. Voilà. On peut même aller jusqu'à se poser la question, est-ce que ça vaut la peine de faire le Grand Paris, hein? C'est une question. Et justement, quand on aboutit à ce genre de questions, on se dit, ouais, ça commence à devenir vraiment difficile de prévoir. Donc effectivement, il faut des incitations, je suis d'accord avec vous, mais il faut faire très très attention de ne pas raisonner à partir de ce qui existe aujourd'hui. Évidemment, le fait de dire ça, c'est facile, mais le fait de faire autrement, c'est très très compliqué. Juste un exemple historique aussi, vous connaissez peut-être, un type qui s'appelait Jeff Hans, qui a écrit un livre, je crois, en 1865, vous connaissez? Anglais, qui essaie donc de faire une prospective sur le charbon en 100 ans, jusqu'en 1965, et donc il regarde la croissance de consommation du charbon en Angleterre. Évidemment, il n'imagine pas que d'autres pays vont également avoir une croissance économique qui va faire qu'ils vont dépasser l'Angleterre, mais bon.
Donc il estime ce qu'il y a dans les mines, il dit bon voilà, au bout d'un certain moment ça coûtera trop cher pour aller exploiter, ce sera trop en profondeur, donc il va falloir importer du charbon, ah oui mais au bout d'un moment ça va coûter cher, etc. etc. Donc c'est le peak coal, c'est pas le peak oil, c'est le peak coal. Okay, et lorsqu'on regarde ses prévisions, alors évidemment a posteriori c'est toujours facile de rigoler, mais évidemment il s'est totalement trompé quoi. Pourquoi? Parce qu'il était dans un cadre de pensée qui était la révolution industrielle en cours ou en pleine expansion dans l'Angleterre victorienne, et il n'arrivait pas à casser ce cadre-là. Voilà. Donc c'est vraiment très très risqué de regarder au bout d'un certain temps. Je me permets de rebondir parce que Jevons c'est aussi celui qui a formalisé le premier l'effet rebond. Donc il dit que en fait plus on rend aisé l'utilisation, aisé pour être moins cher, plus pratique, etc. Donc plus on rend aisé l'utilisation d'une ressource en fait, et plus on en consomme. Et le bilan étant plutôt à augmenter qu'à diminuer. Et donc on a énormément d'effets rebonds dans le numérique. Et c'est la difficulté à la fois d'analyse, mais aussi de pilotage. Parce que en ayant une vision verticale de quelque chose, on peut se dire qu'on va optimiser, et puis en fait, on n'optimise pas tant que ça, parce qu'il y a des effets de bord qu'on n'avait pas prévus. Et donc il faut avoir une approche systémique, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors effectivement, et je mentionnais les chiffres pour le XXe siècle. Le XXe siècle, ce n'est qu'un gigantesque effet rebond. 5 fois plus d'efficacité énergétique, 5 fois plus de consommation d'énergie, facteur 25. Mais je pense que c'est pas du tout négatif, c'est ça la différence. Je pense que c'est l'inverse, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de l'efficacité énergétique, qu'il y ait une augmentation des possibilités, fait qu'il y a une croissance. À un moment donné, on arrive à des limites, et à ce moment-là, il faut changer de paradigme, c'est certain. Un autre exemple, alors j'ai déjà fait bondir des gens en prenant cet exemple, c'est Bob Metcalfe qui dit ça. Bob Metcalfe, c'est un, je sais pas ce qu'il fait maintenant, il commence à être un peu vieux, il se caractérisait comme un Internet tycoon, d'accord, un des nababs, des tycoons de l'Internet. C'est lui qui a inventé Ethernet, Ethernet, hein, les trucs qu'on a dans les câbles là, qui traînent, okay, quand il était au Xerox Park. Ensuite, il a créé 3Com, c'est-à-dire que le jour où on a eu le droit de brancher un truc qui n'appartenait pas à AT&T derrière une ligne téléphonique, il a vendu un modem. Vous savez, les trucs qui... Hein, dans les années 90, donc il avait quand même 8 kilobits par seconde, il en a vendu immédiatement des millions. Et c'est comme ça que l'Internet est devenu populaire et a par ailleurs cassé le modem des telcos, accessoirement. Et puis ensuite, il a fondé Cisco. Voilà. Donc il pose la question, qu'est-ce qu'on ferait avec 10 fois plus d'énergie? Il dit, une possibilité, bon en fait on peut faire beaucoup plus efficace que ça, on fournit de l'eau potable à tout le monde, ce qui est quand même assez vertueux comme objectif. C'est vrai, il y aura un effet rebond, parce que s'ils ont tous de l'eau potable, ils vont se faire des tas de trucs qui consomment de l'énergie. Ou bien on envoie 500 millions de personnes sur la Lune passer un week-end. Franchement, je pense que les deux vont se produire. Mais en même temps, il va y avoir une limite. Alors ça, c'est toujours mon côté optimiste. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas l'électricité, mais qui ont un mobile. Je pense que c'est au fond la psychologie humaine qui veut ça. Vous savez, il y a la pyramide de Maslow qui dit qu'on a des besoins, d'abord, il faut qu'on mange. Ensuite, on a besoin de confort, de sécurité, etc. Puis à la fin, on a besoin de la culture, etc. Enfin bref, on a besoin qu'on nous raconte des histoires ou de raconter. Ok ? En réalité, ce qui est le plus important, et d'ailleurs Maslow a dit lui-même qu'il s'était trompé dans ce qu'il avait fait pendant des années, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a en haut. Et l'être humain réagit d'abord là-dessus. Ce qui est important, à la limite, si vous avez le choix entre l'électricité et le téléphone mobile, vous prenez le téléphone mobile. D'accord ? Donc ce que je veux dire, c'est que le développement de l'IT va faire que les applications qui consomment beaucoup d'énergie, si vous voulez, vont arriver à une limite.
de la même façon que on a une limite sur la consommation de nourriture. Un temps, avoir plus de nourriture, c'était vraiment important parce qu'on n'avait pas assez à manger, quoi. Alors évidemment, il y a des excès, il y a beaucoup de gens qui deviennent obèses. Mais néanmoins, on a quand même une limite. Donc si vous donnez à manger à tout le monde, ce qui leur plaît, ce qui va, au bout d'un moment, vous avez une limite avec une population donnée. Je pense que ça va être un peu la même chose pour la consommation énergétique, et que l'IT, c'est justement le passage à d'une société où les gens veulent des choses matérielles en plus, à ils veulent des choses plus cognitives, informationnelles, etc. Y compris d'ailleurs dans leur travail. Donc il ne faut pas avoir de mépris pour les gens qui regardent les petits chats. Je pense qu'ils sont sur un chemin qui, à mon avis, est très positif. Une belle note de conclusion. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter là. Très bien. C'est juste pour vous remercier tous les trois pour tous ces échanges. Je crois qu'Anna, tu veux... Ouais, moi je voulais vous remercier d'être venu pour assister à cette table ronde.